Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Allez-y, Madame Hiro. Alors justement, par la suite, vous êtes revenu dans un autre gouvernement. Bien sûr, vous n'alliez pas chômer. Allez-y. Avant de parler du gouvernement d'Addis, on reste avec le gouvernement Kouyaté qui était composé de 19 personnes, je crois bien. À l'époque, il y avait 19 ministres et 3 secrétaires généraux. Voilà. À l'époque, comment travailliez-vous? C'était quoi la rigueur là? On a vu qu'il y avait un changement à l'époque avec le prix de la mayonnaise qui avait baissé. Beaucoup de denrées avaient baissé en termes de prix. Dites-nous quelle était la particularité à l'époque du gouvernement qui était tout de même réduit et le train de vie du gouvernement à l'époque a été revu drastiquement à la baisse. Oui, chacun se rappelle nos petites voitures et autres. Là. Et puis, ça a commencé par un séminaire gouvernemental qui a permis de réfléchir à la stratégie d'ensemble, de fixer des objectifs et de nous donner des moyens de mesure de ces progrès-là. Ouais. Donc, on était sur cette lancée-là. Moi, j'ai été limogé le 3 janvier 2009, n'est-ce pas? Non. 3 janvier 2008. Et puis, le 20 mai de la même année, Kouyaté aussi a été limogé. Ouais. Donc, mais pardon. Vous avez initié le compte-rendu interministériel à la télévision. On vous suivait très souvent, on n'était pas habitué à cela. D'où vous est venue l'idée de faire un compte-rendu du Conseil des ministres présenté à la télévision? Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une culture, mais vous avez été l'un des premiers à l'initier. Justement, parce que vous étiez le nègre un petit peu du gouvernement. Non, j'étais le Guinéen. Non. Donc, en ce qui concerne la question du porte-parole là, c'est en Conseil des ministres qu'il a été décidé, sur l'initiative du Premier ministre, que désormais on changerait et qu'on ferait un résumé de toutes les sessions à chaque fois que l'on se réunirait. On vous sent très modeste, mais vous l'avez initié, monsieur. Non, franchement, c'est le Premier ministre qui, en Conseil, a proposé ça, a été accepté. Et après, j'ai été chargé. D'ailleurs, il a dit, bon, aujourd'hui, Justin, vous allez faire ce premier... compte rendu. Et c'est comme ça, pratiquement, ce compte rendu, le premier était pratiquement improvisé, s'inspirant de ma mémoire active pour se faire. Après, les autres étaient un peu plus élaborés. Je prenais note, j'écrivais, on a partagé des PC à tous les membres du gouvernement, donc chacun pouvait prendre les notes qu'il fallait. Bien. Saviez-vous que le gouvernement Kouyaté, ça n'allait pas durer, ça ne ferait pas long feu? Mais tout engagement politique est une aventure. Et il y a les bornes de la vie ou du devenir qui vous frappent toujours. Ça a commencé, ça va prendre fin. Et j'avais toujours dans ma tête cette logique-là. Vous êtes aujourd'hui ministre, demain vous êtes autre chose. Pas rien. Hein? Bien. J'ai jamais pensé que après ça, c'est rien. Non, après ça, c'est beaucoup d'autres choses. Voilà. Il faut toujours donner un sens à sa vie et en faire un modèle d'existence. Mais quelle était l'ambiance? Avant que je ne pose la question sur votre nouvelle nomination dans le gouvernement d'Addis, on sait que le président était malade. Quelle atmosphère? Quel gouvernement, là? Avant qu'on ne vous limoge, je veux dire, du temps de Lansana Kouyaté, on sait que le président Conté était déjà malade. Quelle était l'ambiance? Comment cela se passait? Parce que cela se ressentait sur le terrain avec les mouvements qui étaient là à l'époque. Cela se ressentait dans la mesure où, d'abord, le gouvernement de Kouyaté avait été accueilli par un enthousiasme général, mais vraiment général. Et je me rappelle quand nous sommes allés en séminaire gouvernemental, notre retour annoncé à Conakry, de 16h à presque 21h, les populations nous attendaient dans les rues de Conakry. Donc il y avait une ambiance de volonté collective de travailler et de changer les choses. Mais la politique est ce qu'elle est. Il y a ce que vous avez comme volonté, il y a ce que les réalités du terrain peuvent vous apporter comme contradiction qui vous mèneront vers d'autres destinations. Est-ce qu'il y avait des gens tapis dans l'ombre? Parce que c'est ce qu'il faut comprendre. Par la suite, le président, il était malade. Vous étiez une équipe qui avait pu quand même changer certaines choses sur le plan économique, notamment par rapport à la téléphonie et tout. Comment comprendre qu'on décide de vous limoger, que par la suite de limoger Lansana Kouyaté, qui avait quand même réussi à mettre en place cette belle équipe? Est-ce qu'il y avait des hommes
tapis dans l'ombre quelque part, qui avaient la main peut-être sur la situation à l'époque, qui ont réussi à déstabiliser cette équipe qui était là? Beaucoup de choses, madame, ont été dites sur cela. Et comme vous êtes une grande journaliste, je suis sûr que vos investigations vous pousseront vers ces horizons-là. Quoi qu'il en soit, toute action politique entraîne des réactions. Ouais. Donc ça ne m'étonne pas que ce que vous décrivez soit une part de la réalité. Des gens tapis dans l'ombre qui veulent faire autre chose que ce que vous voulez faire ou qui pensent autrement que vous. Et face à cette situation, vous êtes en jeu politique et voilà, vous évoluez en fonction des réalités du terrain. Je vais vous proposer 2 dates. Oui. 22 décembre 2008 et 29 décembre 2008. Il vous rappelle quoi? 2 dates, effectivement, qui ont des résonances différentes. Le 22, le président Lansana Conté, qui était malade, disparaît. C'est annoncé dans la nuit tard par le président de l'Assemblée Samparé. Et puis, au petit matin, pratiquement, dans la journée, les militaires montent au front. On entend un communiqué lu par le capitaine Dadis. Là, on est dans la journée du 23. Et puis, les militaires, donc, arrivent. Ils se promènent dans la ville de Conakry. Mon ami Tabassi Baro a de belles images, d'ailleurs, de ce tour triomphal de Dadis et de son équipe à l'époque. Et puis, bon, pendant cette période de tension, chacun était pratiquement à la maison. Et donc le 23, le 24, ainsi, jusqu'au 28. Le 28, c'était un dimanche. J'étais à la maison, dans le jardin, j'écoutais la radio vers 18h avec des amis. Puis le téléphone s'est mis à sonner. Je regarde le numéro, je ne le connais pas. Encore le téléphone, hein? Donc, l'ami avec lequel j'étais me dit, mais quand même, il faut prendre ce téléphone-là, cet appel-là. Donc, je prends l'appel et on me dit, allô, c'est bien Monsieur Morel? Je dis, oui, c'est moi. Ne quittez pas, il y a le capitaine qui veut vous parler. Je dis, ah bon, le capitaine? Bon, vous voyez, durant cette période de tension, chacun était... Bien sûr. Voilà. Donc, je prends le téléphone, c'est le capitaine Dadis qui se présente à moi et qui me dit Monsieur Morel, ce qu'on vous a fait ne nous a pas plu, nous sommes des jeunes patriotes, vraiment on aimerait que vous veniez avec nous, nous voulons changer le pays. Bon, bref, une littérature politique bien assise et vraiment qui m'a paru très sincère et jusqu'à aujourd'hui j'y crois. Il a dit donc on aimerait que vous nous aidiez, que vous soyez avec nous pour changer le pays, voilà, en somme, c'était le message. Je dis, Monsieur le Président, quand la patrie m'appelle, je ne peux pas dire non. Il a dit, d'accord, demain matin, voilà, ne quittez pas, demain matin, vous allez vous préparer et je vais vivre le lendemain, le 29, une des pages les plus extraordinaires de ma vie. Un avion, bon, on nous dit, à 6 h du matin, il faut être à l'aéroport. 6 h du matin, mon chauffeur vient, il m'accompagne à l'aéroport, on se met dans un petit coin sous les manguiers là-bas, et puis il se demande qu'est-ce qui se passe, parce que moi-même, c'est la première fois de ma vie que j'allais voyager sans savoir où j'allais. Ouais. Et c'était plus sérieux que ça. Je monte donc, entre-temps, à 7 h moins, les militaires viennent me prendre, et ils m'accompagnent vers l'avion et je rentre dans l'avion. Mon chauffeur, pendant ce temps, pleure. Il se demande, mais mon patron, où on l'amène? C'est là un nouveau pouvoir militaire, ils prennent mon patron, où ils l'amènent? Bref, nous montons dans l'avion et une fois en l'air, on ne savait toujours pas où nous partions. Les discussions sur notre destination se faisaient. Nous avions dans l'avion Khalifa Gassama, le Sénégalais. Le Sénégalais, il était de l'avion. C'était à l'époque un des hommes de confiance du président Senghor. Non, pas Senghor, Wade. Wade plutôt. Et tandis qu'on était en plein ciel, on tournait, on ne savait pas dans quel pays on devrait aller. En fait, c'était une mission. C'est là que un des militaires, une fois dans l'avion, va s'approcher de moi pour me dire, nous allons dans une mission de sensibilisation des chefs d'État de la sous-région. D'accord.
mission historique et hautement politique. Donc, les négociations de nos destinations se font. Je ne reviens pas sur les détails de ça. Toujours est-il que... Parce qu'il y a des territoires qui vous ont refusé? Non, il n'y a pas eu ça. Nous sommes allés d'abord en Guinée-Bissau, où nous avons rencontré le président Nino. Puis nous sommes allés au Libéria, où nous avons rencontré les hautes autorités. Nous sommes allés ensuite au Mali, où on a rencontré le président ATT. Et puis nous avons terminé par la Sierra Leone. Parti de la maison vers 6h du matin, j'en suis revenu vers 23h, on a atterri à Conakry. Nous nous rendons au camp Alpha Yaya pour le premier compte rendu au chef, au capitaine Dadis. Mais la partie était si envahie cette nuit-là que la délégation était dirigée par le général Toto. Toto. Il y avait entre autres Mathurin, il y avait Idi Amin et autres. Je ne cite pas tout le monde. Donc, nous arrivons, le camp, le palais, enfin le président était occupé. On n'a pas pu faire cette nuit-là le compte rendu au président, enfin au capitaine Dadis. Alors, le général m'a dit, nous nous retirons, Morel, vous êtes chargé de rédiger le rapport. Je rédige le rapport, on fait parvenir le rapport de notre mission au capitaine Dadis et aux membres du CNDD. Voilà, silence radio, c'est bien après que je reviendrai dans ce gouvernement. Voulu, quelque part? Parce que la nation vous appelle? Exactement, j'avais donné mon accord de principe. Allez-y, Ahmed. Alors, plusieurs choses. On sent, quand vous dites ça fait plusieurs fois que vous dites la nation, quand la nation m'appelle, je réponds. Donc on sent un patriotisme. Oui, on sent un patriotisme chez vous, exacerbé, je dirais. Dans votre longue vie téléphonique, y a-t-il au moins, à un moment donné, des zones d'ombre où avez-vous des ratés ou des choses que vous regrettez? Chacun a des choses qu'il peut regretter et toute vie est faite d'ombre et de lumière. Voulu assumer ou non. Il y a des choses que vous ne me direz jamais et de même que moi, il y a des choses de ma vie que je n'exposerai jamais publiquement par pudeur, par respect pour les autres ou alors par souci d'humilité, de modestie. Donc oui, il y en a beaucoup. Alors, des questions de confrères, mon cher ami, parce que beaucoup nous écoutent. Il y a Alassane Diguet de Mosaïque qui pose cette question à JMJ. Quelle analyse fait-il entre toutes les dernières années de Conté au pouvoir et la gouvernance actuelle? Quel est l'objet de la question? C'est la question qu'il pose. On va finir. Entre la gestion de D'accord, mais ceci dit, chaque régime a ses réalités, ses vérités et ses comportements. Je ne m'aventurerai pas à faire de comparaison. Je n'ai pas vécu de manière... le téléphone encore? Oui, c'est encore ce téléphone? On va l'éteindre cette fois-ci. On va l'éteindre cette fois-ci. On va l'éteindre. Donc, je n'ai pas vécu au même niveau de responsabilité dans les deux régimes. Voilà. Alors, l'autre confrère de Fraternité FM qui pose la question, est-ce que vous avez été une fois contacté par le président Condé pour servir le pays? Oui, tout au début, je dois dire franchement. Mais à ce moment précis, je vivais le deuil de ma maman et je n'ai pas pu répondre à cet appel. Vous l'avez dit non? Poliment, naturellement. Ce qu'il ne dit pas peut-être, c'est que, je crois, à l'arrivée de Alpha Condé en 2010, Justin Morel a été le premier à être contacté pour être directeur de campagne d'Alpha Condé, avant Makale Traoré. Qui vous a dit ça? J'ai eu l'information. À moins que vous ne l'infirmiez ce matin. Il est dans ce cas des dieux. Quelle est la question? C'est important. Non, vas-y. À l'époque, est-ce que Alpha Condé vous a approché pour être directeur de campagne en 2010? Quel est l'intérêt de la question? On parle de politique. Le peuple a droit de savoir. Non, tout à fait. Comme je l'ai dit, à cette époque-là, pour les raisons que je viens d'évoquer, je portais le deuil de ma mère et j'ai dû poliment décliner cela. Si vous faites on va
c'est ma dernière question, si vous faites le résumé de votre vie, quel est votre particularisme eu égard à votre idée de nation et de patriotisme? Non, je crois que je suis un serviteur et je suis heureux d'avoir pu servir comme journaliste, réalisateur, producteur, commentateur politique, pas politicien, politique, etc. Je dis que c'est une chance et je suis heureux d'avoir pu assumer cela. Ouais. Mais bon, je pense que avant-hier, nous avons fêté les 93 ans de mon oncle paternel. En le regardant, je dis oui, moi je n'en suis pas encore à 71. Bon, il y a de l'espoir, quoi. Ouais. JMJ, notre invité ce matin, moi j'aurais quand même aimé qu'il nous parle des raisons de sa démission pendant le gouvernement d'Addis. Qu'est-ce qui vous a poussé à démissionner? Qu'est-ce qui n'a pas tourné rond pour vous amener à prendre cette décision? Le 28 septembre d'abord. Le 28 septembre. Oui. Je dois vous dire d'abord que comme mois de septembre de cette année-là, je n'étais pas en Guinée. J'avais été choisi avec Silla de la Ben Sekou Silla comme observateur des élections en Allemagne. L'ancien de la CENI. De la CENI. Nous étions les deux et mon chargé des médias à l'époque, Ibrahim Diawara, à nous rendre en Allemagne comme observateur des élections allemandes qui ont permis la réélection de Merkel. Et c'est là, au cours de notre séjour, que les événements se sont déroulés à Conakry. Ouais, les événements du 28 septembre. 28 septembre. Et ce jour-là, nous avions beaucoup de grands rendez-vous avec la partie allemande en ce qui concerne notre séjour. Mais quand nous avions écouté ce qui se passait à Conakry, nous avions fait une réunion du groupe de Guinéens et puis nous avions décidé d'annuler tous les rendez-vous. C'est plutôt la partie allemande qui venait maintenant nous voir pour nous dire « Ah, on suit ce qui se passe au pays, voilà, vous avez notre soutien moral, etc. » Alors, j'ai démissionné à mon retour. D'abord, je n'ai pas voulu démissionner de l'étranger, ce qui ne m'est jamais passé par la tête. C'est à l'intérieur, ici en Guinée, que j'ai démissionné. Ouais. J'ai démissionné parce que j'ai écrit une lettre officielle ouverte au président de la République, lui rappelant qu'avec mon engagement au service de l'enfance, plus de 15 ans, mon service pour les femmes de Guinée, je n'avais plus la force morale de porter la parole du gouvernement. Ouais. Et je devrais en assumer les conséquences en rendant le tablier et en démissionnant. C'est ainsi que j'ai démissionné, malgré toute la sympathie que je savais, même l'amitié que le capitaine d'Addis avait pour moi. Ouais. Et je me suis dit, face à ma conscience et à mon éthique, je me devais de démissionner. Voilà. Bien. JMJ, notre invité ce matin chez les GG. Nous passons à nos deux petites rubriques. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Caméra vous appartient. Beaucoup de journalistes nous écoutent en ce moment, évidemment. Un conseil, si vous avez des conseils à prodiguer, évidemment, à cette jeune génération qui se cherche. Oui, je pense que pour dire tout simplement ce que j'ai au fond du cœur, il y a 1001 manières de servir son pays, sa nation, sa famille. Et je suis heureux d'être issu d'une famille où ces valeurs m'ont été régulièrement conseillées. Je suis heureux d'avoir une épouse, Marguerite Camara, et mes 4 enfants qui comprennent ma volonté de servir le pays, mais à ne pas fantasmer sur mes possibilités. Et j'invite tous les jeunes à avoir à cœur l'amour du pays et à travailler dans ce sens-là. La Guinée est nôtre et nous devrons faire tout pour qu'elle soit la meilleure. Comme j'aime à le dire, la Guinée n'est pas divisée en 4 régions naturelles. La Guinée comprend 4 régions naturelles. À nous de travailler pour la rendre encore plus belle. Merci beaucoup en tout cas d'être passé ce matin chez les GG, une fierté. Merci beaucoup. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG.
Ahmed Kourouma. On a appris hier, voilà, de ce côté. Nadia aussi qui est intervenue d'ailleurs sur notre antenne hier dans le journal de 18h, je pense bien. On se dit, c'est juste pas normal parce qu'il était déjà installé dans l'avion. Oui, tout à fait. C'est à bord. Oui, non, alors, bon, pour une fois, je vais défendre M. Seloula Diallo. C'est pas normal. Pour une fois, oui, pour une fois, c'est pas normal. Ouais. L'État nous doit des explications lorsqu'elle interdit à un citoyen guinéen de voyage. C'est le privé de sa liberté. Je rappelle quand même que l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que la liberté de circuler est le droit pour tout individu de se déplacer librement dans un pays, de quitter celui-ci et d'y revenir. Donc, qu'on empêche M. Seloula Diallo de voyager, qu'on attende même qu'il monte dans l'avion, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de l'aéroport, parce qu'on aurait pu déjà lui il était monté à bord, voilà, parce que moi hier j'ai écouté l'interview de Bouléré et Nadia, je veux dire, c'est la chef de cabinet du côté de l'UFDG, donc qui disait qu'ils étaient déjà installés à bord. Oui, tout à fait. Ils sont venus maintenant pour les interpeller. Bon, apparemment, d'après ce que moi j'ai compris, c'est qu'il aurait voyagé avec son passeport ordinaire et que c'est pour cela qu'il y a eu. Oui, ça c'est une information que moi j'ai eue. Il aurait voyagé. Cela étant, c'est l'État, lorsqu'elle interdit à un citoyen guinéen de voyager, donc de se mouvoir, donc d'user de sa liberté, c'est quand même important, doit des explications à la nation. On ne peut pas interdire à M. Seloula Diallo de voyager sans qu'il y ait, alors pour le coup je rejoins mon petit frère Antoine, sans qu'il y ait une communication autour et qu'on nous explique le pourquoi de cette interdiction-là. C'est à mes yeux une faute grave. Voilà, très grave. Et ça persiste, ça continue. Ce matin, j'ai eu un baron du côté de le parti au pouvoir qui disait non, mais même la lettre n'est pas authentique, mais Daouda Mohamed va nous éclairer tout à l'heure la lanterne. Allez-y. Pour ce qui est du cas Selou, je me dis qu'il y a c'est lié à une affaire judiciaire en cours. On m'apprend que le procureur jusque-là ne l'a pas encore entendu. Vous avez suivi avec Sidia Touré qui a été entendu par le procureur. Également, je crois... Entendu? Oui, entendu. On les avait empêchés de sortir du pays à l'époque. On les a entendus après par rapport à ce qui leur a été reproché dans l'enquête liée à l'arrestation des détenus actuels. Il y a ce dossier qui est en cours. On m'apprend que Selou jusque-là n'est pas encore entendu dans le dossier. Donc en attendant que l'enquête ne s'achève, il ne peut pas sortir du territoire national. Encore une fois, c'est une violation de ses droits, certes, mais on m'apprend que le fait de l'empêcher de sortir du pays est lié à une enquête judiciaire. Parce que il y a eu des violences post-électorales au cours desquelles il y a eu des morts. Il y a eu des dégâts matériels importants et il y a des noms de personnes citées dans le dossier qui reviennent incessamment. Il y a eu Sidia Touré, il y a eu Abessila qui à un moment donné ont été empêchés de sortir, mais puisqu'ils ont été entendus par la justice, on les a autorisés à quitter le pays. Pour le cas Selou, on ne sait pas pourquoi jusque-là il n'est pas entendu, parce que ça prend du temps tout de même. Mais ce qui s'est passé hier... Pour moi, c'est une forme d'humiliation. D'humiliation, il faut le dire. On ne peut pas accepter qu'il remplissent toutes les formalités. Quand même, les formalités, qu'il est déjà à bord. Qui prennent place à bord de l'avion. Et que le pilote, parce que le message est venu du dehors, en disant au pilote de demander à Selou de quitter l'avion. Et à mon avis, son acte a été un acte de politesse. Parce que pour moi, il aurait pu jouer les rebelles en refusant de quitter l'avion. Évidemment. Mais il a accepté de quitter l'avion sous la demande du pilote. Et à ce niveau, je me dis que les autorités doivent revoir leur méthode. Lorsque Selou interdit de quitter le pays, il faut une communication officielle. C'est frustrant. Nous dire clairement que quand Selou ne peut pas quitter la Guinée, parce que. Et si on ne le dit pas, et qu'il y a silence radio, mais le monsieur, il est en Guinée, il ne peut plus bouger du pays. C'est important que nous sachions ce qui lui est reproché. Aujourd'hui, il est entre quatre murs chez lui à la maison, il va dans les mosquées et autres à Conakry, il se promène un peu, alors qu'il a aussi envie de sortir du pays. Il partait pour représenter l'international libéral en Côte d'Ivoire pour les obsèques d'Ahmed Bakayoko. Il y allait de manière officielle. Pour moi, si pour une fois, il a pu remplir toutes les formalités et qu'il était sur le point de décoller, on aurait pu le laisser partir. Mais si à ce jour, on constate qu'il y a encore les mêmes méthodes qui continuent, pour moi, l'objectif n'est pas de l'entendre sur un dossier quelconque, mais j'ai l'impression qu'on veut continuer à l'humilier. Et je reviens au propos de Mamadou Sylla récemment, qu'on a reçu ici, qui disait qu'après entretien avec Alpha Condé, il faut que Selou reconnaisse publiquement qu'Alpha Condé est président de la Guinée. Si ce n'est pas le cas,
je crains fort que Cellou ne soit pas, jusqu'à ce que les 6 ans d'Alpha Condé finissent, ne soit pas libre de ses mouvements, parce qu'il faut qu'il reconnaisse publiquement. Antoine, on va revenir dans un instant. En direct ce matin, en exclusivité. Et là, Cellou Dalein Diallo. Les grandes gueules. Bonjour, Koto Cellou. Bonjour. Bienvenue à cette émission. Ça va très bien. Nous avons donc appris hier cette interdiction, l'autre, parce que vous étiez aussi censé aller au Mali pour les obsèques de Soumaïla Cissé. Ça n'a pas marché. Cette fois encore pour la Côte d'Ivoire, on vous empêche. Quelle explication on vous a donnée pour ce dernier voyage, pour cette interdiction du dernier voyage? Je ne pense pas que ce soit en soi une interdiction. Je ne vais pas jouer sur les nuances. Je pense que c'est un empêchement physique de voyager, puisqu'on ne m'a jamais notifié par une décision administrative ou judiciaire que j'étais interdit de sortir du territoire. Et la police qui était là, les douaniers qui étaient là, j'ai pu faire mes formalités au niveau de la compagnie et toute la police. Mon passeport a été examiné, j'ai été fouillé comme tout passager, je suis passé. Parce qu'il n'y a pas une interdiction là. J'ai trouvé un collaborateur d'Alpha Condé dans l'avion, il a dû l'appeler, et Alpha, selon les informations, était dans tout ça, était en colère, il a donné des instructions de ne pas me laisser partir. Cette fois-ci, j'ai pu faire toutes mes formalités. S'il y avait une liste de gens interdits de voyager, c'est sûr qu'on m'aurait bloqué. Et on aurait dit non, et on aurait peut-être dit, oui, vous n'avez pas, on ne peut pas faire vos formalités. Ouais. Donc, je considère que, comme lorsqu'on a été à la justice pour le bureau, pour le siège, on a dit qu'il n'y a aucune décision. Bien. Ni administrative, ni judiciaire qui ferme les bureaux de l'IFDG et le siège du parti. C'est Alpha Condé qui a décidé qu'il envoie des hommes pour empêcher de saccager les bureaux et que se mettre là. Bien. Ici, ce n'est pas une formation, il y avait une interdiction en soi, mais on me l'aurait notifié à la frontière. Bien. Le président Cellou Dalein Diallo, en direct. Voilà, alors, allez-y Ahmed. Monsieur Dalein, ce collaborateur d'Alpha Condé, qui est réellement, et est-ce qu'à un moment donné, pour un dossier quelconque, oui, c'est la personne. Mais c'est qui exactement? Alpha Condé a appris tardivement que je devais voyager. Il a décidé de faire usage de sa force habituelle pour empêcher. C'est qui ce collaborateur qui l'a appelé? C'est qui ce collaborateur qui l'a appelé, qui était dans l'avion avec vous? Non, je tairai le nom pour l'instant. Non, Koto. Non, Koto, c'est important parce que là, il faut toucher la plaie. Peut-être que c'est pas lui alors. Ben oui. Tout est possible. Oui, ça peut ne pas être lui, disons. De toute façon, moi j'ai fait mes formalités. Je suis resté même 1 heure dans le salon après avoir fait mes formalités. Et j'étais visible là et personne ne m'a arrêté, personne ne m'a interpellé. C'est lorsque je suis arrivé dans l'avion, au moment où on s'apprêtait à former les portes pour le décollage, que un haut gradé de la police est rentré directement dans la cabine de pilotage et a fait dire au commandant de bord que je ne pouvais sans doute pas sortir parce qu'il y a une annonce. L'équipage a annoncé que nous avons des soucis avec la police des frontières. Nous pensons pouvoir terminer ça et puis nous allons décoller. Moi, j'ai soupçonné que ça pouvait être moi. Et puis après, un membre de l'équipage a dit vraiment, M. Diallo, il s'agit de vous. La police nous a notifié qu'on ne peut pas décoller en à bord. Le président Cellou Dalein Diallo en direct ce matin chez les GG. Allez-y, Mafoudia. Monsieur Diallo, ce n'est pas vous seulement qui êtes concerné par cet empêchement. Il y a la dernière fois votre femme aussi qui a été empêchée de sortir. Est-ce qu'avec vos avocats, vous avez quand même essayé de comprendre les vraies raisons au-delà de l'aspect politique, un résumé qu'on pourrait faire, le raccourci? Est-ce que vous savez réellement ce pourquoi on vous empêche aujourd'hui de sortir du pays, vous et votre famille? Je ne sais pas, c'est sans doute ce que Mme Silla vous a dit, mais c'est qu'on n'est pas passé par la justice parce qu'on m'aurait notifié que je n'ai plus le droit de voyager. Ou alors on notifie à la police, à la frontière. Mais il suffit que quelqu'un soit au courant et que le président appelle pour dire, voilà, ne laissez pas passer celui. Pour moi, je n'ai pas de notification. Lorsqu'on est venu occuper mes bureaux des pieds, parce que mes bureaux sont occupés, le siège, on ne fait pas d'assemblée, on a saisi la justice. Elle a dit qu'il n'y a aucun acte ni administratif ni judiciaire qui ferme les bureaux de DFDG. Et qu'après, plus tard, ils ont dit que c'est pour des raisons de sécurité d'État que mes bureaux sont fermés.
On n'a pas dit que c'est pour mener des enquêtes. Ils étaient venus parce qu'ils voulaient s'emparer de tout ce qui pourrait servir de preuve à ma victoire. Ils ont pris tous les ordinateurs, tous les documents dans le bureau, mais depuis lors, ils occupent le bureau et le siège. Et les gens qui étaient de garde ont été déférés pour être ce jour-là à la gare. Ils sont tous en prison à la maison centrale déférés. Ceux qui gardaient et le bureau et le siège du parti. Allez-y, Daouda Mohamed. Alors, les motifs de votre déplacement aujourd'hui sur Abidjan, on nous apprend que vous devriez être là pour représenter un peu le libéral international, mais la lettre, on l'a sous nos yeux ici. Est-ce que cette lettre est vraiment authentique? Non, écoutez, comment voulez-vous que moi je crée du foot? Je n'ai pas besoin, ce n'est pas aux autorités guinéennes qu'elle aurait fait adresser. On pose cette question, peut-être pour que... Attendez. Prenez-moi, attendez, ne me prenez pas comme un délinquant. Monsieur Diallo, on ne sait pas si vous avez suivi tout à l'heure Lamine qui l'a dit. Quelqu'un, excusez-moi, monsieur Diallo, s'il vous plaît, quelqu'un qui dit que cette lettre dont on parle n'est pas authentique, mais lorsque ça vient de vous-même que la lettre, elle est vraiment authentique avec tous les arguments possibles là-dessus, ça peut aussi répondre à la personne. Si je vous donne une lettre, c'est qu'elle est haute. Attendez, je n'accepte pas qu'on mette ma moralité ou ma réputation en cause. Je suis vice-président de l'International libéral. Les 5 continents se réunissent. Je suis le représentant de l'Afrique dans cette organisation, comme premier vice-président de l'International libéral. Il parle l'Asie, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique latine, les autres. Je suis le vice-président. Le bureau exécutif, on est 8. Ils m'ont écrit, je vous donnerai le numéro de téléphone de la présidente, vous pouvez l'appeler. On m'a demandé si je peux continuer de discuter parce que la présidente devait venir à Abidjan. C'est Alassane Ouattara est le président d'honneur de l'International libéral. Le RHDP, enfin, qui a succédé à ORDR, est un parti actif dans l'International libéral. En dehors de ça, je suis ami à Ahmed Bakayoko. Je voulais aller moi-même. Et ensuite, maintenant, la présidente m'a demandé de représenter toute l'organisation puisqu'elle ne peut pas se libérer actuellement compte tenu des contraintes qu'elle a. Cette lettre est bien entendu authentique. Je vous donne l'adresse, le numéro de téléphone de Hakima. Actuellement, elle est au Maroc. Vous pouvez la contacter. Allez-y, mon cher Daouda. Les coordonnées sont là-bas, moi, je peux pas. D'accord, les coordonnées sont là. On a la lettre. Je vais vous dire la même chose. Je n'ai pas présenté cette lettre à la frontière. Okay. Parce que ça ne peut pas justifier. Je n'ai pas besoin. Voilà. Non, mais quand il y a des... vous savez peut-être que la question, pas que est-ce que vrai, est-ce que pas vrai, ce n'est pas qu'il a présenté ou pas, mais quand même il y a des soupçons autour de cela. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas poser cette question quand même, Ahmed. Alors, monsieur Selou Dalen Diallo, aujourd'hui, vous vous êtes soumis à cette demande de regagner votre domicile. D'aucuns pensent que Selou Dalen Diallo, avec toute la popularité qu'il a aujourd'hui, pouvait refuser de descendre de l'avion. Pourquoi vous avez accepté tout de suite de rentrer chez vous? Oui, écoutez, parce que d'abord, tous les passagers, l'équipage m'a présenté poliment le problème en me demandant, aucun policier ne s'est adressé à moi. Aucun policier. C'est l'équipage qui s'est adressé à moi. J'ai estimé que ce n'était pas la peine de retarder tous ces passagers-là inutilement, dès lors qu'on a dit que l'avion ne peut avoir l'autorisation de décollage que si moi je ne suis pas là-bas. On aurait pu dire que je reste autant, peut-être que les policiers seraient venus en fin de compte me prendre. Mais je n'ai pas cru devoir vraiment gêner tout le monde, tous les passagers qui étaient là. Et je me suis dit, bon, écoutez, puisque ce n'est pas le problème, moi je descends. Voilà. Allez-y, mon cher Antoine. Comment est-ce que Selou aujourd'hui vit ce rapport de force entre lui et l'actuel pouvoir en place? Parce qu'on constate qu'il y a beaucoup d'actions menées dans le but de vous tuer politiquement. Et le dernier cas en date, c'est bien sûr votre empêchement de quitter le pays hier. Dites-nous comment est-ce que vous vivez ces moments difficiles de votre carrière politique?
Oui, tuer l'UFDG politiquement, c'est pas possible. L'UFDG reste fort et les militants ont confiance en leur président. Nous organisons maintenant nos visioconférences avec les fédérations, puisque ça a développé aussi l'usage de cet outil dans le fonctionnement du parti. Je n'ai aucun doute et aucune inquiétude à cet égard. Maintenant, lorsque vous subissez l'injustice, vous subissez la force et parfois la haine, naturellement, vous êtes choqué dans votre propre pays, vos droits et libertés sont confisqués et vous empêchent. On est venu, vous étiez là, on est venu me séquestrer ici pendant plus d'une semaine. Je n'avais même pas le droit de sortir et de rentrer. Tout le monde a vécu ça. Mes bureaux et nos sièges sont occupés sans aucune base légale. On m'interdit de voyager sans aucune base légale. Je suis un citoyen républicain qui est soumis à la loi. S'il y a une loi, une décision de justice, même si une décision administrative est légale, je n'ai pas de souci. Mais que par la volonté d'Alpha Condé qui fait la loi, eh bien, je subis toutes ces exactions. Naturellement, ça me choque, mais je pense que lorsqu'on a affaire à un tyran, on doit s'attendre à des choses comme ça, vous et moi. Allez-y, Antoine. Et qu'est-ce que vous comptez faire désormais? Rapidement, ces deux. Qu'est-ce que vous comptez faire désormais pour que la situation ne perdure pas? Et la deuxième question, c'est celle liée à la démission récente de votre proche qui est Alpha Bakar. Jusque-là, il n'y a pas eu de réaction officielle de celui d'Alain Diallo. On nous dit que c'est une trahison de sa part. D'abord, qu'est-ce que je compte faire? Je compte revendiquer le respect de mes droits et libertés. Le respect des droits et libertés de mes collaborateurs. On a plus de 400 prisonniers dans les Alpha Condé. De mes plus proches collaborateurs, le vice-président Chérif Ba, Ousmane Gawal, Seydou Baldé, Ablaïba, Ismaël Condé, des gens qui ont adhéré. M'a dit que sans frontières. Leur seul crime, c'est d'avoir adhéré à l'RPG. Ismaël Condé m'a dit que sans frontières. C'était des gens qui appartenaient à des familles du RPG. Le fait qu'ils ont quitté là-bas pour adhérer à l'RPG, et naturellement, on est en train de les punir pour ça, pour cette trahison, entre guillemets. Donc, voilà, moi, je continuerai à dénoncer et à exiger le respect de mes droits et libertés. Et voilà, par rapport à cette question. Et c'est ce que je suis en train de faire, en comptant surtout les hommes de bonne foi, comme les journalistes d'espace. Il en reste encore, mais il y en a beaucoup, je vois. Bien, puis maintenant, pour la démission d'Alpha Bakar, ce qu'il a dit, il est dire qu'il a il a 46 ans, il a des contraintes de famille, et partout il va chercher du ballon. On dit, ah ouais, tu es le l'IFDG, je ne peux pas te prendre, parce qu'effectivement, vous savez, la stigmatisation de l'IFDG, les représailles contre nos cadres partout, tu ne peux pas avoir un marché public, tu n'as pas accès à, même pour avoir du boulot dans le privé, c'est extrêmement difficile, parce que tu es très visible au niveau de l'IFDG. Je dis que si c'est pour cette contrainte-là, moi je n'ai pas d'objection, et c'est sur cette base donc qu'on s'est quitté. Il m'a dit, bon d'accord, donc il va essayer de prendre congé de la politique un peu pour essayer de se refaire une vie professionnelle. Voilà ce qu'on s'est dit. Voilà, et là c'est Alain Diallo en direct ce matin chez les GG. Allez-y Mafoudia. Alors moi justement c'était de savoir est-ce que vous allez continuer à subir, quand vous parlez de revendications, quelle sera la nature? Est-ce que ce sera des manifestations ou bien vous serez devant les justices pour justement mettre fin à cette violation quand même de vos droits les plus élémentaires? Oui, j'ai saisi la justice par exemple pour les bureaux. Pour les élections, j'ai saisi la Cour constitutionnelle, qui n'a même pas cru devoir ouvrir les cartons, les PV que je lui ai transmis. Et pour l'occupation de mes biens, j'ai saisi la justice pour dire que je n'ai pas. Et la justice était la première à constater qu'il n'y a aucune décision ni administrative ni judiciaire fermant les bureaux de PCG et décidant de l'occupation par l'armée, la police et la gendarmerie. C'est le cas-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est en face d'une négation aussi flagrante du droit? Naturellement, on continue à dénoncer et on est en train de réfléchir comment il faut faire. Parce que on n'a pas nos droits, les manifestations sont interdites, les bureaux sont occupés, nous ne pouvons pas voyager et les autres sont en prison. Et on les accuse de fabrication, de détention d'armes de guerre et d'atteinte à la sûreté de l'État. Ousmane Gawal, Seydou Baldé, Chérif Ba et peut-être toutes les FDG. Qu'est-ce qu'on fait lorsque c'est l'Alpha qui dicte les infractions que le procureur doit prononcer à l'endroit du parti et il veut punir l'UFDG de l'avoir affronté et battu dans les urnes?
Allez-y. Pour se donner les moyens légaux pour peut-être neutraliser complètement le parti. Bien. Allez-y, Ahmed, dernière question. Oui, bonjour Monsieur le Président Selou. Vous êtes, quand deux titans s'affrontent, parce que vous êtes dans un affrontement avec le président Alpha Condé, c'est un combat politique, un combat, pour faire une métaphore, c'est un combat à mort que vous êtes en train de vous livrer. Est-ce que il y a une lueur d'espoir ou peut-être des choses à faire, soit de votre côté ou soit du côté de l'État, pour que les choses commencent à revenir à la normale et que justement vous puissiez sortir de cette situation où vous empêche de sortir du territoire? Enfin, c'est un éternel recommencement. Est-ce qu'il y a des démarches à faire? Mes droits sont violés, mes bureaux sont confisqués, je n'ai pas le droit de voyager, on a associé plus de 50 de mes militants, personne ne parle de justice pour eux. Écoutez, moi je ne peux que dénoncer. S'il y a quelque chose à faire, c'est du côté du tyran qui est responsable de tout ce qui arrive, comme ça, qui viole la Constitution, qui viole les lois de la République et qui viole les droits et libertés des citoyens et d'un parti politique qui ne problème pas. Je ne peux pas faire d'assemblée générale, je ne peux pas voyager. Et puis voilà, j'ai plus de 400 prisonniers dans les geôles d'Alpha Condé. Bien. Qu'est-ce que je fais? Oui, mais il y a un moment donné où il y a quand même... Monsieur... J'ai saisi la justice, je suis républicain. Je sais, monsieur. Non, mais vous êtes républicain, certes. Évidemment que vous êtes républicain, mais il y a quand même un moment donné où je pense aussi qu'il y a une amorce de dialogue qui serait possible, non? Vous ne pensez pas? Moi, je ne peux pas dialoguer lorsque j'ai le couteau à la gorge. C'est évident. Ouais. Bien. Quand on Selou, beaucoup pensent aussi que ce qui se passe aujourd'hui est la conséquence de cette proclamation ou autoproclamation de votre victoire au lendemain des élections présidentielles. Et aujourd'hui, beaucoup se disent, on a suivi Mamadou Sylla récemment chez nous, qui disait qu'Alpha Condé dit que la seule condition pour que vous soyez en paix, c'est de le reconnaître comme président de la République. Écoutez, moi j'ai donné les résultats que j'ai pu collecter, je me suis organisé pour avoir les résultats et la Cour constitutionnelle sait bien qu'elle les a. Parce qu'ici, l'expérience a prouvé la fraude, ce n'est pas le jour pas le scrutin. Le jour du scrutin, on a tiré les leçons des élections locales, on a pu être assuré notre présence dans tous les bureaux de vote, les 15 000 bureaux de vote, on a pu avoir 90% environ de ces résultats et ça nous donnait vainqueur, on les a naturellement déclinés. Et puis, bon, maintenant, M. Alpha Condé, puisqu'il tenait à son 3e mandat à tout prix, a changé de résultats pour se faire vainqueur en tant que parti. Je ne peux pas ne pas dénoncer ça et donner les vrais résultats. Voilà. Et est-ce que vous vous considérez toujours comme président de la République? Antoine. C'est une question. Est-ce que Selou, à ce jour, se considère toujours comme président de la République? Oui, je regarde les résultats issus du bureau de vote, c'est moi des... Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Kota Selou, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Si vous avez un dernier message, peut-être, on nous écoute partout. Si vous avez un message, évidemment, aux militants et aux sympathisants de l'UFDG. Oui, écoute, je ne peux que les encourager. Je sais qu'ils subissent partout les abus de ce pouvoir, mais que ça va passer. On ne peut pas continuer à vivre comme ça au XXIe siècle, dans ce pays. Et que nous sommes là, les défenseurs de la démocratie, les défenseurs de l'état de droit. On doit continuer et persévérer. Ça va être dur, mais ça va finir. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté ce matin notre invitation. Les grandes gueules continuent sur Radio Espace. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. La genèse, on va essayer de savoir un peu plus avec toi, mon cher ami. Tout à fait. Nous reviendrons sur le dossier dont Antoine parlait tantôt, certainement dans nos prochains numéros. Alors, santé publique, j'ai intitulé ça, et l'enquête est à retrouver sur Inquisiteur de Babila. J'ai intitulé ça santé publique, où sont passés les 17 milliards de francs guinéens destinés à la construction du dépôt de la pharmacie centrale de Guinée. Au lendemain de l'incendie donc survenu dans les entrepôts à médicaments de la pharmacie centrale de Guinée, le Fonds mondial va s'engager dans le financement de la construction d'un dépôt moderne à Manéa, dans Koya. L'État guinéen a mis donc à la disposition du ministère de la Santé un montant de 17 milliards de francs guinéens qui représentait la contrepartie exigée par le Fonds mondial pour donc l'aboutissement de ce projet. Mais depuis quelques années déjà, nous avons comme l'impression qu'une bonne partie de ce montant s'est volatilisé
Donc, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. On va faire un petit rappel pour que nos auditeurs comprennent, les téléspectateurs aussi, que la pharmacie centrale de Guinée, le nom découle de l'ancienne pharmacie d'approvisionnement appelée à l'époque Pharmapro, qui a été créée en 1950 à Mamou. Et il faut dire qu'à l'époque, c'était quand même une grosse société qui n'était pas créée que pour la Guinée, mais ça ravitaillait un peu une bonne partie de l'Afrique occidentale française, l'AOF. Donc c'était géré par l'administration coloniale. Mais au lendemain de l'indépendance de la Guinée, en 1960 exactement, cette société va être nationalisée et va s'appeler Pharma Guinée. C'est pourquoi certains doyens d'ailleurs, quand ils vous indiquent la pharmacie centrale, ils disent va à Pharma Guinée. Parce que c'est vraiment l'ancien nom au lendemain de l'indépendance que Sékou Touré a bien voulu donner à cette structure. Donc à cette époque, elle avait le monopole d'importation de tous les produits pharmaceutiques, couvrant ainsi l'ensemble des besoins nationaux. En 1989, des réformes majeures seront engagées suite à l'avènement du nouveau régime qui vont aboutir notamment à de nouveaux statuts. Elle sera érigée plutôt, cette pharmacie centrale, en EPIC. Donc, et c'est par le décret D92/133 que cela va être fait le 17 décembre 1992. Cet établissement public, donc à caractère industriel et commercial, va prendre le nom de pharmacie centrale de Guinée, tel que connu de nos jours. Donc, la pharmacie centrale, c'est pas n'importe quoi. C'est donc un instrument puissant au service de l'État pour la mise en œuvre de la politique pharmaceutique nationale, chargé de l'approvisionnement en médicaments essentiels génériques de qualité des structures, des ONG, de toutes les institutions impliquées dans le système de santé de notre pays. Donc, depuis des années, cette importante structure de la politique publique en matière de santé est coincée, vous pouvez le constater, entre le marché Madina et la mairie de Dixine. Vous avez comme l'impression qu'elle se fait bouffer des mètres carrés chaque année. Pourtant, il n'en est rien. C'est que l'époque à laquelle elle a été créée, cette époque est révolue de nos jours, l'extension de la pharmacie centrale devient une obligation. Parce qu'il y a de nouvelles maladies, il y a de nouvelles pandémies, et il y a des épidémies d'ailleurs, donc il faut qu'elle soit agrandie. Donc je fais le constat que la PCG, qui est donc le point nodal de la politique logistique intégrée du ministère de la Santé, la porte d'entrée de l'ensemble des produits diffusés dans les structures publiques de santé en Guinée, a de sérieux soucis de stockage, de conservation des produits pharmaceutiques. L'équipe actuelle, à sa tête, Dr Konaté, Moussa Konaté, va porter d'ailleurs ce souci à l'époque auprès du gouvernement, mais aussi des partenaires de la structure. Des engagements seront pris de part et d'autre, mais avant la mise en exécution des engagements pris, le 17, au mois de juin 2017, un sinistre va se produire dans les locaux de la pharmacie centrale de Guinée. Les magasins de stockage, vieux de plusieurs décades, vont prendre feu. Un court-circuit en serait donc à l'origine. Donc des médicaments vont disparaître dans les cendres. Donc le 19 juin 2017, il sera mis en place, conformément au procès verbal d'une réunion d'urgence qui s'est tenue à la pharmacie centrale de Guinée, une cellule de coordination composée de 5 commissions techniques. À l'époque, Dr Moussa Konaté, directeur de la pharmacie, et le ministre, c'était Abdoulaye Diallo, il n'avait pas encore quitté, M. Diallo. Donc ils vont agir sur le terrain. Des partenaires vont manifester leur intérêt à doter la PCG d'infrastructures modernes de stockage des produits. Parmi ces partenaires, on compte l'un des plus importants appelé le Fonds mondial. Donc entre-temps, le ministre Diallo sera démis de ses fonctions et c'est Abdraman Diallo, voilà. Abdraman Diallo. Donc vous avez le Fonds mondial qui est l'un des partenaires sérieux à la construction de ce entrepôt. Le Fonds mondial, qu'est-ce que c'est? C'est donc un partenariat sérieux mais complexe qui a été conçu pour mettre rapidement fin à 3 épidémies. Le paludisme, la tuberculose et le sida. Voilà, donc à ce titre, ce Fonds mondial mobilise et investit plus de 4 milliards de dollars à l'appui des programmes conçus dans au moins 100 pays dans le monde, y compris donc la Guinée. Donc, ce Fonds mondial qui va s'engager auprès de l'équipe de Dr Moussa Konaté pour la construction de ces entrepôts du côté de Mania. Parce que l'équipe actuelle de la pharmacie centrale avait acquis ce domaine en bataillant pour vraiment avoir ce domaine de quelques situé du côté de Mania. Donc, le coût global provisoire de l'infrastructure à l'époque s'élevait à 6 287 167 $ US. Donc le Fonds mondial, en contrepartie,
va demander à l'État guinéen de financer les travaux de viabilisation du site pour que vraiment le site soit accessible, et puis aussi mettre en place le soubassement pour accueillir donc la superstructure de cet entrepôt-là. Donc la Guinée, pour sa part, pour sa contrepartie, va débourser 17 milliards de francs guinéens. Le président, au regard de l'importance du projet, donc va donner des instructions pour qu'on affecte 17 milliards au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique au bénéfice de la pharmacie centrale de Guinée pour ne pas grandes gueules. Ce bon projet-là. Donc, la PCG, la pharmacie centrale, attendait des experts du Fonds mondial dans le cadre du recrutement de l'entreprise qui allait effectuer les travaux de viabilisation du site. Mais entre-temps, le ministère va engager une entreprise dans des conditions pour le moins floues. 7 milliards de francs guinéens sur les 17 milliards vont déjà être décaissés rapidement. L'entreprise va engager les premiers travaux qui devraient durer normalement à la pose de la première pierre. D'ailleurs, par rapport à cette épidémie de première pierre, j'invite le réseau des journalistes d'investigation du pays, peut-être les agences qui luttent contre la corruption, à recenser l'ensemble de premières pierres qui ont été posées en République de Guinée, en tout cas depuis 2010 jusqu'à nos jours, pour que l'on sache pourquoi est-ce que ces premières pierres n'ont jamais connu de dernière pierre. C'est important parce que souvent, c'est un trou noir qui peut vous amener sur des dossiers très très importants. Donc, ça devait durer 18 mois, et quelques mois plus tard, puisque les travaux n'avançaient pas au rythme voulu, une mission du Fonds mondial va venir sur le site de Mania. Elle va être déchantée complètement. Les travaux seront stoppés, les procédures en cours, de nouvelles procédures seront lancées pour le recrutement d'une nouvelle entreprise devant donc reprendre le travail qui a été fait par l'entreprise qui a bénéficié des 7 milliards. Des 7 premiers milliards pour lesquels, en tout cas, les travaux ont démarré. Parce qu'il fallait attendre que tout soit fait, mais quand on part au plus pressé dans ces conditions-là, c'est qu'on a quelque chose à y gagner. Donc, on sort rapidement l'argent pour que ce soit fait. Et là, il y a une obligation de tout reprendre parce que ça ne répond pas du tout aux normes du Fonds mondial. Alors, entre-temps, c'est la Guinée qui ne bénéficie pas d'entrepôts modernes, qui n'a pas de dépôt confortable, commode en tout cas pour recevoir des produits pharmaceutiques. Je n'ai pas à vous apprendre que des produits qui ne sont pas bien conservés deviennent des poisons pour ceux qui vont les prendre. Donc, et qu'on n'est pas aussi à l'abri de nouveaux cas d'incendie du côté de la pharmacie centrale si on n'a pas ces entrepôts-là. Donc pour le redémarrage des travaux qui retardaient, le Fonds mondial va écrire au ministère de la Santé pour s'assurer qu'il reste dans les comptes prévus à cet effet 10 milliards de francs guinéens, parce qu'il y avait 17 milliards, ils ont sorti 7 milliards. Donc, le Fonds mondial va écrire au ministère de la Santé pour savoir s'il y a véritablement les 10 milliards qui restent. Parce qu'entre-temps, ils ont eu vent de beaucoup de choses. Une fois que le ministre actuel de la Santé va recevoir le courrier du Fonds mondial, il va, lui, à son tour, écrire à son homologue de l'économie et des finances un courrier dans lequel il va demander la situation du fonds destiné à la construction d'un dépôt moderne en faveur de la pharmacie centrale de Guinée à Manéa dans Koya pour un montant, le ministre de la Santé actuel dit pour un montant de 17 milliards 742 millions 293 000 francs guinéens, représentant la contrepartie de l'État guinéen dans la réalisation du deux projets. Le ministre de l'économie et des finances va répondre au courrier de son homologue en mentionnant qu'un engagement budgétaire à hauteur de 17 milliards correspondant à l'ordre de virement numéro 5087 du 11 octobre a été affecté par la direction des affaires administratives et financières DAF de votre département, donc du département de la santé, et que le ministre des Finances précise également à son homologue et qu'il ne s'agit donc pas de 17 milliards 742 millions 293 000 comme il l'a mentionné, mais plutôt de 17 milliards tout court. Et qu'il va renchérir en disant que ce montant a été consigné, les 17 milliards, dans les livres du Trésor public sur le compte 22 41 61, dont le compte générique est là, intitulé PGT, dépôt des services publics, qui est domicilié dans les écritures de la Banque centrale de la République de Guinée. Et pour finir, le ministre de l'économie et des finances rajoute que 7 milliards ont été déjà décaissés par les services compétents du ministère de la Santé sur un montant de 17 milliards. Qu'ainsi, le solde disponible est de 10 milliards dans le compte. Le courrier-réponse du ministre de l'économie et des finances date du 9 décembre 2020. Le ministre Mamadi Camara, ministre donc de l'économie et des finances, va prendre le soin de joindre à son courrier une copie du solde du montant indiqué dans le compte
dont je viens tantôt de parler, c'est-à-dire des 10 milliards. Domiciliés à la Banque centrale. Exactement. Ouais. Donc, le courrier-réponse du ministre de l'économie et des finances sera envoyé au Fonds mondial, aux partenaires, qui veut vraiment s'assurer, pour lui dire, écoutez, ne soyez pas inquiets, nous avons dans nos comptes 10 milliards, c'est le ministre de l'économie et des finances qui l'a dit. Mais il se trouve que, en dépit de tout cela, les travaux à Manéa n'ont toujours pas repris. Ouais. Et malgré le décaissement de 7 milliards. Voilà. Ouais. Les décaissements ont permis de faire quelques trucs sur place. Ouais. Mais quand on a voulu relancer le processus, ça ne marche toujours pas. Donc ça a éveillé nos soupçons. Nous avons tenté d'avoir les comptes du ministère de la Santé, mais en vain. Parce qu'à l'époque, vous vous rappelez, on était dans le fléau de la Bayaguette, ils avaient porté plainte contre 3 journalistes et autres. Donc, j'ai pas pu avoir accès, en dépit de la bonne volonté de mes sources. J'ai pas pu avoir accès. Mais de toute façon, le compte était séquestré à l'époque. Oui, je vais le mentionner. Voilà. Donc, le compte sur lequel les 17 milliards avaient été transférés, ce compte a été mis sous séquestre. Parce que c'est pourquoi mes sources n'ont pas pu me donner les documents. Donc, j'ai pas compris pourquoi un tel compte, un compte public pareil peut être mis sous. J'ai pas compris bien le processus. Donc, c'était pour ne pas quelqu'un puisse nous donner les documents. Alors, 2 sources. C'est-à-dire les relever. Exactement. 2 sources bien introduites dans les arcanes du Trésor public, de la Banque centrale, vont nous fournir un document important. Ce document est en réalité la situation du compte où étaient logés les 17 milliards. Donc, les 17 milliards qui indiquent donc les différents comptes du ministère de la Santé. Le ministère de la 3 comptes. Donc, le document que mes sources me permet donc de savoir que le ministère de la Santé a 3 comptes. Je vais les donner, c'est important pour la suite des choses. 022 30 26 0009. Alors, au moment où... Au lieu de 10 milliards, il n'y avait que 41. Il y avait que 41 millions sur le compte. Au lieu de 10 milliards. Ouais. Alors, ma question, je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit, mais c'est un fonds public. Si le chef de l'État a demandé la mise à disposition, l'affectation de ce budget au ministère de la Santé, c'est parce qu'il sait que ce projet est hyper important. Évidemment. Vous donnez 17 milliards. Le partenaire vient avec près de 7 millions de dollars à investir sur le territoire national. Je pense que ce n'est rien demandé à la Guinée. Ouais. Alors, si nous apprenons que ce montant est en souffrance, il est de notre responsabilité de chercher à savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc, au moment des faits, et précision importante, au moment où on mettait 17 milliards au compte du ministère de la Santé, le ministre de la Santé ne s'appelait pas Dr Rémi Lama, mais plutôt Dr Edouard Nyankoy Lama. Alors, la DAF ne s'appelait pas, je ne connais pas le nom de l'actuelle DAF, Madame Diallo ou Ba, mais la DAF s'appelait Zenab Dramé, Zenab Dabaya. Alors, nous n'accusons personne, mais je dis que nous sommes en droit de savoir ce qui s'est passé avec ces 17 milliards. Parce que c'est la part de chaque Guinéen apportée à ce projet pour permettre à nos hôpitaux de ne pas manquer, de ne pas être en rupture de médicaments essentiels, de médicaments génériques. Et surtout, ces 17 milliards représentent la volonté politique de l'État guinéen qui se soucie de la lutte contre le paludisme, qui tue beaucoup plus que tout ce que nous connaissons, de la lutte contre la tuberculose, de la lutte contre le VIH-Sida, parce que vous vous rendez compte s'il y a un manque des ARV pour nos malades atteints de VIH-Sida. Les dossiers en notre possession ont été envoyés, et précision importante, au procureur de la République, près le tribunal de première instance de Kalom. Le dossier est là. Une copie a été envoyée à l'Agence nationale de lutte contre la corruption, parce que on sait comment ça fonctionne. Lorsque vous menez une enquête, on sort la justice comme une épouvante. Donc, le procureur est informé, l'Agence nationale de lutte contre la corruption, dont l'ancrage institutionnel est la présidence de la République, l'Agence nationale de lutte contre la corruption est également informée, Babila l'a fait. Donc, si rien n'est fait, le Fonds mondial, au regard du Fonds mondial, la Guinée va perdre sa crédibilité. La Guinée perdra le financement de cet ouvrage à Manéa et prendra un sacré coup en termes de financement, parce que le Fonds mondial, chaque année, nous soutient sur la politique, par exemple, de lutte contre le paludisme. J'ai parlé récemment d'une enquête sur le détournement des moustiquaires. Même les moustiquaires, on les détourne dans notre pays. Ben oui. Vous vous rappelez de cette enquête? Ouais. Donc, mais je veux mentionner une chose pour ceux qui veulent vraiment lutter contre la corruption. Vous savez, quelqu'un me disait, entre le Premier ministre et le Président de la République, le Président s'est mis entre le Premier ministre et certaines régies financières. Je commence à y croire.
pour ne pas que des enquêtes se fassent. Nous avons nos inspections des finances qui sont au chômage. Nous avons nos différents organes de lutte contre la corruption qui sont au chômage. Ça ne marche pas. Ils sont tous au chômage. Alors, pourquoi cela se fait? Je trouve qu'il n'y a pas de volonté politique au sommet. Dans le préambule, Lamine Guirassy, de la Constitution du 7 mai 2010, cette Constitution qui a été traitée de torchon, qui a été traitée de poubelle. Dans le préambule de cette Constitution, il était mentionné quelque chose d'important. Il était mentionné ceci. Il était mentionné que le peuple de Guinée mentionne, c'est à l'alinéa 3 du préambule, que le peuple de Guinée proclame sa volonté d'établir, sa volonté donc de promouvoir la bonne gouvernance, de lutter résolument contre la corruption et les crimes économiques. Ces crimes économiques, c'est mentionné dans le préambule, sont imprescriptibles. C'est dans le préambule de la Constitution du 7 mai qui est traité de torchon 2010. Dans notre nouvelle Constitution de la 4e République, il est mentionné quoi dans le préambule? Il est mentionné que le peuple, c'est-à-dire la Constitution qui a été vendue à tous les Guinéens à coup de bottes, il est mentionné que le peuple de Guinée, que nous réaffirmons, je ne sais même pas s'ils ont demandé mon avis, que nous réaffirmons notre volonté de promouvoir la bonne gouvernance et de lutter contre la corruption et les crimes économiques. Ceux qui ne disent pas, c'est que ces crimes ne sont plus imprescriptibles. Les crimes économiques ne sont plus imprescriptibles. Ils ont omis volontairement l'imprescriptibilité des crimes économiques et des actes de corruption. Et cette omission ingénieusement faite est symptomatique de la volonté du pouvoir actuel à lutter contre la corruption. Que nous ne prenne pas pour des tarés. Entre les deux constitutions, celle qui lutte contre la corruption, c'est celle de 2010. Parce qu'au moins, ces personnes qu'on a rassemblées un peu partout, ils ont eu quand même à l'esprit que les crimes économiques, c'était l'un des crimes les plus graves qu'une nation puisse subir. Parce que vous tuez plusieurs personnes, des milliers de personnes en même temps. Lorsque vous empêchez un village d'avoir le financement pour la construction d'un centre de santé, vous tuez une femme enceinte qui ne peut pas accoucher dans de bonnes conditions. Vous tuez un enfant mordu par un serpent qui ne peut pas être pris en soins d'urgence tout de suite. Vous tuez plusieurs personnes à la fois. Ce sont ces personnes-là, ces bandits à col blanc, qui auraient dû remplir nos prisons et non les prisonniers politiques. Voici un peu ce que je voulais mettre à la disposition de l'opinion publique, en réaffirmant encore une fois que ce n'est pas une chasse aux sorcières. Je me suis posé des questions sur la destination des 10 milliards restants dans ce projet de construction de l'entrepôt de la pharmacie centrale. Je ne vois pas du tout de bonne réponse pour l'heure. Peut-être, à l'issue de cette émission, ceux qui étaient à l'époque à la commande là-bas, parce qu'un franc ne peut pas sortir des ministères sans qu'il n'y ait la signature du DAF ou de la DAF et du ministre de l'époque. Donc, les deux personnes concernées se connaissent. Il faut peut-être qu'elles s'expliquent, qu'elles donnent des explications. Je peux me tromper, mais au moins, nous avons l'exactitude que les travaux sont à l'arrêt depuis la pose de la première pierre. C'est une chaîne quand même, il y a une complicité à tous les niveaux. Parce que le ministère de l'économie, qu'on puisse faire, je vais dire, une lettre, justifiant comme quoi il y a quand même les fonds disponibles, 10 milliards, et à la fin, vous avez le courrier. C'est pas le cas. Le ministre il y a une complicité jusqu'au niveau du trésor public. Vous avez ça, le courrier du ministre de l'économie et des finances. Je pense que lui, à sa décharge peut-être, il n'est pas allé au niveau de la PRU générale, il n'est pas là au niveau du trésor public pour savoir si les 10 milliards sont là-bas. Il aurait peut-être, à mon avis, écrit à ses services compétents, dans le circuit. Évidemment. Et peut-être en écrivant dans le circuit, il a écrit à quelqu'un qui est peut-être mêlé à cette histoire de disparition rocambolesque de ces 10 milliards. Et on aurait peut-être fait un jeu d'écriture en inventant cela, parce que quand vous regardez le relevé de compte qui est là, vous avez quelque part où c'est écrit Institut Public Santé, en bas, non, Pharmacie Centrale de Guinée. Vous avez comme l'impression qu'il mentionne que les 10 milliards tout ronds sont sur le compte de la Pharmacie Centrale de Guinée. Dans l'enquête, j'ai été rencontrer les responsables de la Pharmacie Centrale. Cet argent n'y est pas. Cet argent n'y est pas. Alors, ce compte qui est là, normalement, l'argent ne devrait pas être là. Et déjà, on me dit que l'argent n'est pas dans le compte de la Pharmacie Centrale. L'argent aurait dû être où? Dans le compte du ministère de la Santé. C'est pour le ministère de la Santé que la Pharmacie Centrale a bénéficié donc que le président a mis à disposition ces 10 milliards de francs guinéens. Alors, dans les conditions normales, c'est donc sur le compte là
que l'argent aurait dû se trouver. Donc, les comptes en francs guinéens du ministère de la Santé. Donc, on demande juste que des éclairages soient apportés sur ce dossier afin que un autre incendie ne soit pas déclaré là et qu'on ne soit pas quand même vu comme un pays, je sais pas moi, un pays qui n'est pas responsable. Vous savez, le Fonds mondial a déjà enquêté plusieurs fois en Guinée par rapport aux dons qu'il apporte au pays. Il y a eu beaucoup de détournements de quelques montants. Le cas des moustiquaires imprégnés est un cas illustratif. Mais avant cela, il y a des ONG qui ont été financées ici qui n'ont pas fait leur boulot. Et tout ça, c'est la Guinée qui en prend un sérieux coup. Donc, éclairez-nous. Voilà, éclairez-nous. Nous sommes en 2021 et vous êtes au pays d'Alpha Condé. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Ça a été un grand plaisir de vous servir. Merci à tous à l'international. Merci de nous avoir regardés à la télévision. Merci à Madousso qui a géré les sons du côté de la radio. C'est vrai qu'il s'impatiente ici. Merci à Vladimir Poutine, Adala Sidibé, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mamoudou Kondé et à toute l'équipe Foté Souma qui a également participé à la réalisation de ce numéro. Merci à tous. Nous vous retrouvons lundi avec un autre numéro avec toute la grande équipe au complet. Bien entendu, cette équipe B aussi est grande. Je ne vais pas prendre des gifs ce matin avec Lamine Girassi aux commandes. Au revoir.